Chers et chers auditeurs, je suis heureuse de vous accueillir pour la 9e édition du Printemps de la recherche, consacrée cette année à l'évaluation à l'école, défis et enjeux pour la formation des enseignants et des personnels d'éducation. Tout d'abord, mes remerciements iront à nos partenaires, au ministère, la DGCIP, la DGESCO, donc à nos partenaires qui sponsorisent, qui nous accompagnent dans cet événement, la CASDEN, la MAIF, la MGEN. Un grand merci également au CNESCO, aux collègues du CNESCO, dont l'édition du Printemps de la recherche se veut un prolongement de la conférence de consensus, collègues du CNESCO qui ont activement participé, contribué à cet événement. Remerciements également au COPIL, organisateur de ce Printemps de la recherche, et enfin à Marianne et à Gladys, qui font partie du bureau permanent, pour une organisation millimétrée de cet événement. Je passe tout de suite la parole à Hamid Chachoua, qui va être le modérateur de la conférence présentée par Nathalie Sayac. Bonne conférence et bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Hamid Chachoua, directeur de l'INSPE de l'Académie de Grenoble. Je vais aujourd'hui assurer la fonction de modérateur. En effet, au cours de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'icône « Questions ». Je vais ensuite faire une synthèse de certaines questions pour les poser à la fin de la présentation. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter Madame Nathalie Sayac, professeure des universités en didactique des mathématiques, directrice de l'INSPE de Rouen, sur le thème « Un cadre didactique pour penser et concevoir l'évaluation en classe ». Le thème de l'évaluation est au cœur des derniers développements de ces recherches, et notamment sur les pratiques d'évaluation en mathématiques, les inégalités scolaires en lien avec l'évaluation et ses pratiques. Elle travaille également sur les questions de genre dans l'enseignement des mathématiques. Enfin, Nathalie Sayac est par ailleurs autrice d'albums mathématiques pour enfants, dont une petite illustration pour voir que c'est très joli. Bref, j'ai un peu trop parlé, donc je vais laisser la parole à notre chère conférencière. C'est à toi. Merci beaucoup Hamid, merci à tous les organisateurs et organisatrices du Printemps de la recherche en éducation. Bonjour à toutes et tous qui êtes connectés. Donc j'ai le plaisir pour le coup d'inaugurer cette session de conférence dans le cadre de ce colloque. Et j'en suis ravie parce que l'évaluation est vraiment un domaine en fait où il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Et je commencerai ma présentation par justement une petite publicité que j'ai récupérée en septembre dernier et qui dit beaucoup en fait, qui dit beaucoup sur l'évaluation et la place qu'elle a aussi dans la société. Et il me semblait important en fait de commencer cette présentation par voilà, cette petite annonce qui donne à voir une adolescente, ma foi, qui n'a l'air pas trop ravie. Et effectivement, il y a de quoi ne pas l'être, puisqu'on indique « Faites-lui plaisir, elle ne vous a pas encore apporté de mauvaises notes ». On pourrait presque préciser de mauvaises notes en mathématiques. Bref, au-delà de ce qui est affiché, on voit en fait combien l'évaluation est une question centrale à plus d'un niveau et au-delà des questions d'éducation. Alors, l'approche didactique que je défends est une approche en fait qui s'inscrit bien évidemment dans le cadre d'une évaluation formative, mais on va dire que ce qui la spécifie, c'est qu'en fait, elle prend en compte les savoirs évalués ou à évaluer. Et c'est ce qui est vraiment important puisque de nombreux travaux avec des orientations scientifiques
variés, bien sûr, traitent des questions d'évaluation formative depuis de nombreuses années et c'est une très bonne chose. Mais la place donnée au savoir pour ce qu'il est me semblait en fait pas suffisamment prise en compte parce que, bien évidemment, on n'évalue pas de la même façon des productions d'élèves en mathématiques, en EPS ou en arts plastiques. Donc voilà, cette approche, en tout cas, elle s'intéresse à la nature des tâches évaluatives proposées. Je développerai un petit peu plus loin, mais il me semble important en préambule, faire ces précisions. Donc la nature des tâches évaluatives proposées, mais elle prend en compte également l'interprétation des erreurs des élèves qui a une place fondamentale. Et pour essayer voilà, d'ouvrir, puisque effectivement mes travaux portent sur l'enseignement des mathématiques, mais on va dire que les autres disciplines sont également dans mon champ d'intérêt. Voilà. Par exemple, un élève qui écrit «Les oiseaux chantent» avec un S, alors oui, évidemment, il n'a pas la bonne orthographe. Il n'empêche que le S qu'il a indiqué montre qu'il a repéré la marque du pluriel, mais qu'il a mal appliqué. Donc voilà, sa production n'est pas correcte, mais ça ne signifie pas en fait qu'il ne sait rien, ou en tout cas qu'il ne sait pas. Je m'intéresse aussi dans ce cadre-là aux pratiques d'évaluation des professeurs avec des entrées que je vous propose de préciser un peu plus juste après. Alors, ces considérations et le fait que voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait au niveau de l'évaluation et de ces pratiques en ouvrant une petite porte comme ça et en réalisant à quel point en fait une grande variété de champs scientifiques s'intéressaient à cette question-là. Et après avoir dévoré, je l'avoue, plusieurs résultats, travaux, articles, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment ce manque du point de vue du savoir, cette prise en compte du savoir, ce qui m'a amené dans le cadre de mon HDR donc à concevoir un cadre didactique de l'évaluation et de ses pratiques. Donc dans ce cadre que j'ai développé, il y a l'idée vraiment de penser, de concevoir, de gérer, d'interroger, d'analyser l'évaluation des apprentissages des élèves, donc dans une discipline. Il a été élaboré en mathématiques, mais en fait, je pense qu'il est adapté à d'autres disciplines. Vous verrez pourquoi et j'essaierai de vous en convaincre. Donc dans ce cadre, donc l'évaluation, l'enseignement, les apprentissages, pour moi, ça doit être pensé conjointement. Je ne peux concevoir l'évaluation qu'en lien avec l'enseignement et les apprentissages qui vont avec et bien évidemment, pour le coup, en lien avec les pratiques des enseignants et les apprentissages des élèves, bien évidemment. Ce cadre donc s'inscrit dans la logique de travaux étiquetés Assessment for Learning qui se sont développés aux États-Unis, en Angleterre. Bon, vous voyez, j'ai indiqué quelques dates. Et par rapport en fait au courant d'évaluation formative, je dirais que l'Assessment for Learning va au-delà un petit peu de l'évaluation formative, puisque là, j'ai mis une définition en quelque sorte de ce qu'est l'Assessment for Learning. Mais ce qui importe de retenir, c'est que en fait, tout doit être considéré pour faire en sorte que l'évaluation soit bien au service des apprentissages des élèves. Et dans le tout, il y a aussi intégré des éléments peut-être plus en lien avec la psychologie, avec le côté social, ces éléments qui ne sont pas forcément pris en compte quand on parle d'évaluation formative. Alors, le cadre que j'ai développé, en fait, est structuré en deux axes. Donc, un axe centré sur ce que j'ai appelé les épisodes évaluatifs et un axe centré sur la logique évaluative des professeurs. Je vais donc le préciser tout de suite ce que j'entends par là. Alors, dans l'axe épisode évaluatif, l'idée d'épisode, en fait, est
je ne sais pas si vous suivez comme moi des séries. Dans les séries, il y a différents épisodes et à la fois ils peuvent être indépendants, mais ils constituent un tout par rapport à ce qu'on donne à voir. Et cette dimension donc d'épisode qui est singulier, mais qui participe en fait à une vision plus large et rassemblée d'un ensemble de moments me semblait important voilà, de dégager dans ce sens-là. Donc, je regarde des épisodes évaluatifs et je préciserai un petit peu plus loin, juste après, la question des moments de ces épisodes évaluatifs, des tâches proposées, de leur gestion et du contrat didactique en évaluation qui est attaché. Je regarde également en fait ce que j'ai appelé la logique évaluative de ces pratiques, la logique qui pilote en fait ces pratiques et les épisodes. Et pour le coup, j'appréhende cette logique à travers trois entrées un peu objectivables, et notamment la façon dont les évaluations sont conçues par les enseignants. La question aussi du jugement professionnel et didactique en évaluation et celle de la notation. Ces deux axes en fait sont interconnectés et s'alimentent mutuellement. Et pour moi, en fait, c'est l'ensemble des épisodes évaluatifs proposés par un professeur dans une discipline qui constituent, en s'articulant les uns aux autres à partir d'une logique donc qui intègre des dimensions personnelles, institutionnelles et professionnelles, c'est cela qu'on appelle la pratique évaluative dans une discipline. Donc, je vais revenir un peu sur ces éléments-là. Vous verrez que, bon, pour commencer, je présente un cadre et peut-être que c'est un petit peu théorique, mais je donnerai des exemples qui, j'espère, vous permettront de comprendre un petit peu toutes ces entrées. Alors, les épisodes évaluatifs, en fait, correspondent à des moments de l'enseignement, donc durant lesquels l'enseignant se met ou est en capacité, donc de manière formelle ou informelle, de porter des jugements sur l'état des connaissances de ses élèves, donc par rapport à un savoir ou savoir-faire prescrit ou enseigné. Je précise quelque chose qui est extrêmement important à mes yeux, c'est que quand je parle d'évaluation d'acquis d'élèves, mais je ne parle pas du tout d'évaluation des élèves comme on a l'habitude d'utiliser cette expression. Et ça me semble important de bien mettre le savoir justement entre l'enseignant et l'élève pour comprendre ce qui se passe au niveau des apprentissages et au niveau des enseignements. Donc, comme je l'ai précisé, ces épisodes, en fait, peuvent être formels ou informels. Et c'est ce qui me semble important de considérer dans ce cadre. C'est que, en fait, à la fois, je m'inscris dans la définition qui fait un petit peu consensus aujourd'hui, celle de De Kettel sur l'évaluation, qui dit qu'en fait, l'évaluation, c'est à la fois une prise d'information, une interprétation de ces informations et un retour aux élèves, un feedback. Et ces trois dimensions sont vraiment importantes à considérer quand on conçoit l'évaluation en lien avec les apprentissages des élèves. En tout cas, ces épisodes peuvent être donc formels ou informels. Et par contre, je ne les rattache pas aux dimensions formatives, sommatives, diagnostiques, etc., qu'on a l'habitude de trouver dans la littérature ou dans les travaux autour de l'évaluation. Parce qu'en fait, je considère qu'il y a parfois des évaluations qui peuvent être étiquetées sommatives, mais qui intègrent des dimensions formatives, de même qu'il y a très souvent des dimensions formatives des évaluations formatives qui intègrent des dimensions sommatives. Donc pour moi, à la fois, ça a tout à fait un sens de penser cette catégorisation, à la fois, je pense important en tout cas de pas m'y réduire. Donc quand je regarde donc les épisodes proposés, je regarde le moment où ils sont proposés et les tâches évaluatives qui leur sont associées, ainsi que la gestion. Dans les moments, bien évidemment, si on considère un épisode évaluatif en début de séquence,
on pourrait rattacher ça à de l'évaluation diagnostique. De la même façon, un épisode évaluatif en fin de séquence pourra être considéré comme une évaluation sommative. Mais voilà, ça me semblait important de préciser ces éléments-là. Et puis, parce que je considère que les moments d'évaluation sont des moments, on va dire, qui concentrent beaucoup de choses du point de vue de l'enseignement et des apprentissages, je pense important de considérer un contrat didactique spécifique de ce moment et donc un contrat didactique en l'évaluation, parce qu'il y a plusieurs dimensions qui sont en jeu dans ces moments-là, donc des dimensions de pouvoir, comme Rousseau le précise, mais aussi des dimensions de négociation, comme Chevalard le précise également. Alors, la logique évaluative des professeurs, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, comme je l'ai indiqué avec le schéma, j'appréhende cette logique évaluative à travers 3 entrées. La première est le mode de conception des évaluations que l'enseignant propose. Donc, je regarde à ce niveau-là les ressources qu'il utilise. Est-ce que pour concevoir les évaluations qu'il propose à ses élèves, il va aller chercher en fait des manuels, des ressources institutionnelles, des guides, enfin est-ce qu'il va aller sur Internet? Aujourd'hui, on sait combien en fait sur Internet on peut trouver clé en main ou pas beaucoup de ressources, ou alors des documents professionnels. Pour moi, il est important quand j'étudie des pratiques d'évaluation, de considérer donc quelles sont les ressources utilisées pour concevoir ces évaluations. Mais je regarde aussi la méthode. Est-ce que l'enseignant a conçu ces évaluations en collaboration avec des collègues, individuellement? On sait que en France, les enseignants, et plus particulièrement au moment de l'évaluation, sont parmi les pays de l'OCDE ceux qui travaillent, hélas, le plus individuellement, et à un taux vraiment très, très détaché des autres pays. Et puis, je regarde aussi ce qu'ils proposent, enfin, la nature des évaluations proposées, des tests, des petits contrôles, des quiz. Aujourd'hui, on a à notre disposition beaucoup de dispositifs qui permettent d'évaluer les acquis des élèves. Donc, je regarde aussi donc, ce que j'ai appelé son jugement professionnel et didactique en évaluation. Donc, cette appellation, en fait, rejoint les travaux sur le jugement professionnel en évaluation qui a été développé par de nombreux chercheurs en sciences de l'éducation. Mais je rajoute didactique parce que, comme vous l'avez compris, je l'espère, il y a vraiment une attention particulière qui doit être posée sur le savoir, et je vais le préciser juste après. En tout cas, le jugement professionnel et didactique en évaluation d'un enseignant va l'amener en fait à émettre des avis sur les productions des élèves, des avis valides ou pas du point de vue des connaissances en jeu, mais aussi d'articuler les différents moments de l'étude entre eux et notamment d'intégrer les épisodes évaluatifs aux autres moments de l'étude. Le troisième élément que je prends en compte pour justement catégoriser, ou en tout cas essayer de dégager la logique évaluative des enseignants, est la notation. Parce que la notation, on le sait aujourd'hui, elle a un poids extrêmement important. Et je sais que demain, André Tricot interviendra également dans le cadre de ce printemps de la recherche en éducation. Et j'ai lu hier un article sur le point où il disait combien la notation, en fait, était à la fois importante et combien il y avait en jeu beaucoup de choses à travers elle. Donc, mais je laisse, voilà, c'est un petit teaser pour la conférence de mon collègue. Alors, un petit focus sur le jugement professionnel et didactique en évaluation, parce que dans l'ajout de mon qualificatif de didactique, je voudrais l'expliciter et le justifier. En tout cas, le jugement professionnel et didactique en évaluation des enseignants dépend de plusieurs paramètres,
et notamment des connaissances et des compétences disciplinaires, professionnelles et didactiques des professeurs. Donc, à la fois pour concevoir des épisodes évaluatifs qui s'intègrent dans l'étude, qui sont coordonnés entre eux, qui sont valides, mais également ce jugement est activé quand l'enseignant va analyser les réponses des élèves, et on va voir juste après quelques exemples qui interpellent. Mais il y a aussi, comme je l'ai indiqué, l'idée d'effectuer un retour constructif aux élèves, puisque si on conçoit l'évaluation comme un outil au service des apprentissages, on ne peut penser ce moment-là sans penser en fait les feedbacks à apporter. Alors, parce que justement les pratiques des enseignants sont propres à chacun, quand bien même on peut dégager des profils et des tendances, il y a des facteurs individuels qui interviennent dans ce jugement professionnel, qui permet de définir donc la logique de l'enseignant et qui permet donc, en remontant, de définir ses pratiques évaluatives. Et ces facteurs individuels peuvent être très forts, et pour moi, ils intègrent donc les croyances et les représentations de l'enseignant sur l'évaluation, mais également ses conceptions d'apprentissage, mais aussi ses expériences évaluatives, donc je précise scolaires ou professionnelles. Je pense que quand on est enseignant, on a souvent en tête, ou en tout cas quand on débute, des expériences heureuses ou malheureuses que l'on a eues en tant qu'élève, et puis on se dit, bon, oui, non, ça, je ne veux surtout pas reproduire ce que j'ai subi avec cet enseignant-là, ou alors, moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont cet enseignant prenait en compte, en tout cas, évaluer mes acquis, voilà. Et puis, il y a aussi, heureusement, des expériences aussi professionnelles. J'espère que ma conférence y contribuera. Mais je pense par ailleurs, et puis j'ai une petite pensée pour André Antibi, qui n'est plus parmi nous, mais qui a apporté haut et fort une vision de l'évaluation qui soit au service des élèves et qui permette en fait la confiance, et en tout cas qui permette de mieux considérer l'évaluation pour les élèves. Donc voilà, André Antibi a fait de nombreuses conférences, et je pense que ces conférences ont marqué ici et là, et ont fait que les enseignants qui les ont écoutées ont pu se questionner, ou en tout cas initier une réflexion sur cette question essentielle. Alors, je crois que j'ai beaucoup parlé, mais je vais continuer encore un peu, mais je vais illustrer un petit peu mes propos. Alors, quand je dis que le jugement professionnel et didactique en évaluation s'appuie sur des connaissances disciplinaires, professionnelles et didactiques, voilà, je vous propose alors, j'ai essayé mes exemples, en fait, sont des exemples, bien évidemment, en mathématiques, pour le coup, mais du premier degré. Donc, je pense que tout le monde peut les comprendre, en tout cas peut comprendre ce pourquoi je les présente. Donc, dans cet exemple-là, si vous lisez la consigne, donc l'enseignant a demandé à l'élève donc il a précisé qu'il y avait beaucoup de rectangles dans les formes, et qu'il souhaitait que seuls les rectangles soient coloriés en bleu. Donc, l'élève a effectué la tâche, et puis il s'est vu accorder un très bien. Sauf que moi, en tant que mathématicienne, et j'espère que vous aussi derrière vos écrans, voilà, je suis un petit peu interpellée, parce que pour moi, un carré, c'est également un rectangle. Donc, du coup, là, on voit que du point de vue des connaissances mathématiques de l'enseignant, la conception même de cette évaluation, en tout cas, pose problème. Voilà pour un premier exemple. Un deuxième exemple, alors j'avais jusque-là récupéré donc l'exemple qui est en haut à gauche, donc écrit en chiffres les nombres suivants, 10, 98, etc. Et puis dernièrement, un collègue m'a, en discutant comme
bon, je pense que mes collègues savent que les questions d'évaluation m'intéressent beaucoup, a évoqué donc un retour de l'enseignant de sa fille qui l'avait laissé très perplexe. Et donc, je vous laisse 2 minutes pour essayer d'analyser pourquoi je donne à voir ces deux exemples et quel est le problème. Donc, c'est compliqué de ne pas avoir vos retours. Mais donc pour moi, là, le problème de ce retour de l'enseignant sur la production des élèves est problématique, dans la mesure où, l'élève a bien réalisé en fait, ce que l'enseignant souhaitait, c'est-à-dire évaluer si l'élève est capable de mettre en correspondance des nombres écrits avec leur écriture chiffrée. Et même l'élève, enfin les 2 élèves, pour le coup, sont allés plus loin, puisqu'ils ont interprété le mot suivant comme le nombre qui suivait celui indiqué. Donc pour 10, eh bien, l'élève a mis 11, 98, 99, etc. De même, donc là, le premier exemple était en CE1, alors que le deuxième est en CM1. Donc on voit qu'à chaque fois, l'élève a produit de manière très exacte le nombre qui suivait celui indiqué, mais donc voilà. Mais ce qui est problématique pour le coup, c'est que ces 2 productions ont reçu de la part des enseignants, eh bien, un retour négatif puisque ça a été barré. Alors que du point de vue de ce qu'il y avait à évaluer, les élèves avaient tout à fait acquis ce qu'il fallait. Alors, deux autres petits exemples. Celui de gauche, et voilà, on va dire que pour moi, c'est à la fois des compétences professionnelles qui font défaut, puisque l'élève a bien entouré les plus petits nombres, qui étaient en fait l'étiquetage des 3 séries de nombres. Et bien, la notation qu'il a eue est donc un faux avec un point d'exclamation. Mais on voit bien, en tout cas, si on prend voilà, un petit peu de recul, que oui, l'élève a très vraisemblablement pas compris la consigne, ou en tout cas, telle que la série de nombres ont été donnés à voir, ça a posé problème. Le deuxième exemple, il est plutôt charmant, il fait sourire, et heureusement, puisque cette fois-ci, donc, l'élève a colorié la moitié de chacune des voitures en rouge. Donc, il a bien suivi la consigne, mais dans l'intention de l'enseignant, ce n'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Mais là, pour le coup, on voit que l'enseignant n'a pas mis une notation qui soit une notation sanction pour l'élève. Il lui a fait comprendre que ce n'était pas tout à fait ce qui était attendu. Je continue sur comment noter, en fait. Parce que noter, c'est pas simple du tout. Et pour illustrer ce comment noter et justement l'ambiguïté et la difficulté qu'on a à travers, en fait, une notation, quelle qu'elle soit. Quand je parle de notation, moi, c'est vraiment au sens large. Ça peut être une note chiffrée, ça peut être un niveau de compétence. Voilà, c'est comment, en fait, je rends compte de ce que l'élève a produit. Donc, dans cet exemple, on donnait aux élèves trois formes géométriques, 3 figures géométriques, et on leur demandait, dans un premier temps, est-ce que c'était un rectangle? Décidément, ce sont toujours des rectangles. Donc, de répondre oui, non, et de justifier. Si on regarde, en fait, ce que les 2 élèves que je vous propose ont produit, on voit que les 2 élèves ont répondu de la même façon pour « est-ce que c'est un rectangle ?» Et non seulement ils ont répondu correctement, mais en plus, ils ont répondu de la même façon, pardon, mais ils ont également répondu correctement. Par contre, si on regarde l'argumentation avancée par les 2 élèves, donc pour le A, le premier élève dit non, ce n'est pas un rectangle parce que le rectangle, c'est le B. OK.
l'élève 2 répond donc ça n'est pas un rectangle parce que la figure n'a pas d'angle droit. On voit bien que l'argumentation n'est pas la même. Si je continue, donc pour la figure B, donc il est disposé presque pareil qu'un rectangle, et c'est donc un rectangle. Donc là, on voit que l'argumentation s'appuie sur la perception, alors que donc pour le deuxième élève, donc il y a une justification en termes d'angle droit et de côtés égaux. Enfin bref, vous comprenez bien que là, pour les deux élèves, ils ont correctement répondu à la question relative à la reconnaissance du rectangle, mais l'argumentation n'est pas la même. Alors, comment est-ce qu'on les note? Est-ce que l'élève 2, on lui met tous les points, et l'élève 1, on lui met la moitié des points? Mais est-ce que si on met la moitié des points, ça traduit vraiment ce qu'il sait du point de vue de l'argumentation et de la reconnaissance des formes? On voit bien qu'il y a une réelle difficulté à noter, ou en tout cas à rendre compte à l'élève de ce qu'il sait vraiment du point de vue de ce qu'on cherche à évaluer. Alors, pour parler de la notation, en fait, j'ai choisi d'évoquer donc trois citations que je trouve extrêmement intéressantes. Donc, je vais les lire. Donc, la première est celle de Schubauer-Léoni, qui dit que les hésitations du maître dans la construction de la note mettent en lumière des éléments de fonctionnement didactique de l'évaluation dans une classe. On voit bien par rapport aux exemples que j'ai donnés juste avant combien effectivement il y a cette question de lien entre ce que l'enseignant va produire comme notation et la dimension didactique, donc la dimension liée au savoir. La deuxième est donc de Chevalard et Feldman, c'est une citation que je reprends souvent parce qu'elle définit vraiment clairement ce qu'est la notation pour ces chercheurs, pour ces didacticiens. Donc, la note assignée n'est pas mesure, mais message. Ce message intervient dans une négociation ou une transaction qui signe un rapport de force entre l'enseignant, les enseignés à propos du savoir enseigné. Donc, on voit bien combien, en fait, cette définition est une définition didactique, puisqu'elle met en relation donc le savoir, les élèves et les enseignants. La troisième, en fait, est aussi extrêmement importante, et on voit comment, en fait, les travaux, à la fois en sciences de l'éducation, mais dans d'autres champs scientifiques, et ceux de la didactique, viennent, en fait, contribuent ensemble à mieux comprendre ces phénomènes et à mieux penser et concevoir l'évaluation au service des apprentissages des élèves. En tout cas, ce qui est indiqué, c'est donc quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que la vraie note, la note juste, souvent la notion de justesse est évoquée par les enseignants quand ils mettent des notes, donc n'a plus grand intérêt quand on a compris qu'on n'arrivera jamais à neutraliser tous les biais possibles, que l'objectivité n'existe pas et que ni les situations d'évaluation ne seront purifiées, ni les outils d'évaluation ne seront parfaits, ni l'évaluateur ne sera libéré de sa condition humaine. Belle définition, n'est-ce pas? Alors, je continue pour illustrer cette difficulté en lien avec la notation. Donc, j'ai récupéré donc deux travaux d'élèves, donc d'une même classe évidemment, donc une même évaluation à noter différemment. Donc, pour l'élève 1, pour ce qui est de connaître, savoir et nommer les grands nombres, il a B. Pour comparer, ranger les nombres, il a également B. L'enseignant a jugé utile de préciser une note chiffrée sur 20, ainsi qu'une appréciation assez bien. Le deuxième élève a donc comme lettre associée aux compétences A et B, donc ce qui est plus élevé que le premier élève. Il n'empêche qu'il a une note chiffrée moins élevée, 13 sur 20, mais par contre une appréciation meilleure que la précédente. On voit bien, je trouve, à travers ces deux productions annotées d'élèves,
voilà, il y a bien quelque chose, on va dire, qui vient interférer la notation, ou en tout cas qui montre combien il y a d'autres éléments à prendre en compte quand l'enseignant produit une notation. Alors, deux autres exemples. Tout ça, ce sont des exemples donc, que je récupère dans le cadre de mes travaux, ou quand on m'en envoie aussi. Voilà. À gauche, on voit qu'en fait, l'enseignant a mis non seulement des niveaux de compétences, mais ensuite une notation sur 20 et ensuite une notation sur 70. Donc, l'enseignant qui a produit ça, c'est cassé la tête, si je puis dire. Ça lui a demandé du travail. Et s'il l'a fait, c'est qu'il a pensé utile, voilà, de produire ce type de notation. Il n'empêche voilà, que va retenir l'élève, que va retenir ses parents, on peut se le demander. Le deuxième exemple, en fait, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, et il m'a aussi interpellée, puisque là, pour le coup, par rapport à une production d'élèves, on a donc donc pas de notation chiffrée, mais des super, bravo, un petit tampon, une pépite et des cœurs. Et là, je me dis, ouh là 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 là, il y a quelque chose qui, dans le message adressé à l'élève, en tout cas, il y a l'affect qui interfère. Et là, pour le coup, peut-être qu'on déborde un petit peu du cadre professionnel. Alors, pour illustrer mes propos, parce que le temps passe, je vous propose une rapide étude de cas dans le cadre, en fait, d'une recherche que j'ai menée avec des collègues suisses et français, dans le cadre donc de RESEDA, hein, qui est un réseau de recherche qui a été conçu par Elisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex, et qui en fait vise à mieux comprendre, en fait à rassembler les chercheurs qui s'intéressent aux questions d'inégalité scolaire, pour résumer un peu rapidement. En tout cas, dans ce cadre-là, on a cherché avec des collègues à regarder des pratiques d'enseignants, donc du primaire et notamment de fin de primaire, donc aussi bien en mathématiques qu'en SVT, et en fait en croisant nos approches scientifiques, puisque des collègues étaient donc didacticiens, donc des maths, des SVT. Il y avait aussi un collègue, Alexandre Poirier, qui était en clinique d'orientation psychanalytique, mais aussi une collègue, Catherine Delarue-Breton, en sciences du langage. Mais bon, je n'aurais pas dû en citer quelques-uns, puisqu'il y avait aussi Corinne Marlot, Marion Van Brederode. Et voilà, bon, bref. Les objectifs, c'était de repérer, d'analyser les différents épisodes évaluatifs qu'on pouvait trouver dans des séquences de maths et de SVT, d'étudier la logique évaluative des enseignants, et de regarder aussi les scénarios imaginaires des enseignants inconsciemment à l'œuvre lors des épisodes évaluatifs étudiés. Alors, là, je présente juste le cas de la PE française que l'on a étudiée. Il y avait aussi un PE en Suisse. Donc, on a récolté comme données des vidéos de toutes les deux séquences de mathématiques et de SVT. En maths, c'était sur la résolution de problèmes et les fractions, et en SVT, c'était sur les décomposeurs. On a donc repéré des épisodes évaluatifs qui étaient présents dans ces séances. On a travaillé sur le discours, etc. On a aussi récupéré des entretiens réalisés en amont et en aval des séances, des séquences filmées. Et puis, on a récolté en fait des évaluations proposées aux élèves, ce qui nous a permis de faire des analyses de tâches et puis de regarder d'un peu plus près ce qui se jouait. Alors, je vous donne un petit exemple là pour montrer en fait l'intérêt d'une approche didactique de l'évaluation. Parce que un grand nombre d'éléments par rapport à cette étude pouvaient être considérés avec d'autres approches, mais d'un point de vue didactique, voilà un petit exemple. Donc, cette enseignante avait adopté voilà, une évaluation un peu du type d'évaluation par contrat de confiance, où il y avait un moment de pré-évaluation où elle donnait aux élèves
les exercices qui allaient être proposés à l'évaluation la séance suivante. Donc, juste ce petit exemple, dans cette préévaluation sur les fractions, elle donnait en fait une bande unité de 9 cm et elle demandait quelles étaient les fractions correspondant aux 3 autres bandes. Alors, la bande unité faisait 9 cm et les 3 autres bandes, 6, 12, 3. Alors, on peut rapidement voir que ces bandes peuvent facilement être associées aux fractions 2 tiers, 4 tiers et 1 tiers. Sauf qu'au moment de l'évaluation, donc le deal, le contrat avec les élèves, c'est on travaille ensemble sur la préévaluation et je vous donne exactement la même chose. Mais là, on voit que dans ce qu'elle a proposé, donc là, la bande unité mesurait 11,5 cm. La première bande A mesurait 5,75 cm. Donc, oui, c'est la moitié, mais la moitié de 11,5, vous voyez là, on est dans les décimaux et que c'est un petit peu plus complexe. La bande B, 15,5 correspond à 4 tiers, mais là, on voit bien combien ce 4 tiers-là est plus difficile à aller chercher que le 4 tiers de la séance de préévaluation. Et la dernière bande, en fait, eh bien, c'était introuvable, donc elle l'a annulée. Donc là, on voit à travers juste cet exemple-là combien, en fait, l'analyse des tâches proposées est importante à considérer quand on regarde en fait les pratiques d'évaluation et notamment ce que proposent les enseignants à leurs élèves. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de préciser un petit peu tout ça, mais juste pour vous montrer un petit peu comment ce cadre travaille, ou en tout cas comment moi je peux l'exploiter d'un point de vue scientifique. Donc, on a analysé les séances, donc sur les fractions et sur les décomposeurs. Il faut que je me dépêche, j'ai des petits rappels à l'ordre. Et donc, on a dénombré les épisodes évaluatifs, etc. Vous voyez, on retrouve en fait les éléments du cadre, le moment, les tâches, la gestion, le contrat didactique pour les deux. Même chose, donc la conception pour la logique évaluative, la conception, le jugement professionnel et didactique en évaluation et la notation. Alors, je suis désolée, pour le coup, je n'ai pas le temps de préciser, mais dans cette diapo-là, on peut regarder ce qui est commun et ce qui diffère, ce qui résumera un peu les deux diapos précédentes. Donc, ce qui est commun, c'est des épisodes évaluatifs qu'on a qualifiés avec de jugements furtifs. C'est-à-dire que l'enseignant a porté des regards qu'on a qualifiés de furtifs. En tout cas, elle a regardé rapidement, soit en passant dans les rangs, soit simplement en interpellant un élève. Bref, ces jugements qu'elle a portés sur ce que l'élève a produit n'étaient pas suffisamment appuyés sur un regard approfondi sur ce qu'a produit l'élève et sur ce qu'il a amené à produire ça. C'est pour ça qu'on a qualifié de furtif. Donc, pour les deux, il y a une prépondérance de ce type de jugement lors des épisodes évaluatifs. Il y a une régulation interactive, il y a aussi, voilà, tous ces éléments-là, en fait, sont communs, notamment la conception des séquences. Elle s'appuyait sur des manuels reconnus, entre guillemets, professionnellement, aussi bien en mathématiques qu'en SVT. On a pu aussi constater que les connaissances didactiques, à la fois en maths et en SVT, de l'enseignant étaient peu mobilisées dans le cadre de ses pratiques évaluatives, et que, en fait, la majorité des élèves de la classe ne pouvaient pas bénéficier de jugements qui leur permettaient de donner à voir leurs acquis ou leurs difficultés. Et donc, ce qui diffère, c'est que en SVT, il y avait très peu d'épisodes évaluatifs et que la complexité des tâches, comme on a pu le voir au niveau de l'exemple que j'ai donné, en mathématiques était plus voilà, le contrôle final, si je puis dire, le TS, c'est-à-dire test sommatif, était plus complexe en maths qu'en SVT. Alors, conclusion en termes d'inégalité scolaire, puisque c'était ce qui nous intéressait, c'est que, pour résumer, en fait, l'enseignante produisait des jugements. En fait, la façon dont elle prenait des repères sur les acquis des élèves l'amenait à établir des jugements inégalitaires, car insuffisamment fondés sur la réalité des acquis et des difficultés des élèves.
Il y avait aussi une pratique qui était de déléguer des jugements évaluatifs à certains élèves, notamment en leur demandant d'évaluer leurs propres travaux. Alors, on pourrait dire c'est de l'auto-évaluation, donc c'est une bonne chose. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de validation a posteriori, ce qui faisait qu'il y avait des élèves qui s'auto-évaluaient en pensant que ce qu'ils avaient produit était correct, alors que ça ne l'était pas. Il y avait aussi une stigmatisation de certains élèves. Et puis, une faible mobilisation des connaissances didactiques pour bien réguler, ou en tout cas, aussi bien en mathématiques qu'en SVT. Et puis, il y avait des éléments, en fait, que mon collègue Alexandre Poirier a pu mettre en avant au niveau psychique, au niveau de l'imaginaire de cette enseignante qui avait une vision assez binaire un petit peu des élèves et de la façon dont ils apprenaient, avec ce qu'on a appelé donc une référence à une vision qui était, en gros, les élèves de milieux favorisés, bien, s'ils se trompent, c'est des étourderies, alors que les élèves de milieux défavorisés, eh bien, fatalement, le contexte familial ne les amenait pas à pouvoir réussir dans ces disciplines. Et donc, c'était clair dans l'analyse qu'on a faite que cette représentation était activée et donc préjudiciable pour les élèves. Alors, pour finir, j'essaye de me dépêcher. Quelques préconisations. Parce que c'est important aussi d'avoir ces éléments-là. Donc, c'est des petites préconisations qui, de mon point de vue, peuvent justement permettre de considérer l'évaluation au service des apprentissages des élèves. Donc, pour moi, il est vraiment important d'élaborer des évaluations et des systèmes de notation en équipe. Parce qu'en fait, les enseignants français qui travaillent seuls, en fait, font du mieux qu'ils peuvent et c'est vrai que voilà, l'investissement et l'engagement des collègues n'est absolument pas à remettre en cause. Mais quand on est en discussion seul avec soi, on va dire, eh bien, il y a des éléments qui nous échappent. Et pour le coup, il est vraiment intéressant de travailler en équipe parce que ça permet des échanges, des débats, des questionnements et ça permet en fait de donner à voir aussi peut-être des représentations ou des croyances qui sont pas forcément qui vont pas forcément dans le bon sens. Il y a aussi l'idée d'identifier les connaissances et les compétences en jeu, donc par rapport au programme, précisément en concevant des tâches mathématiques. Alors, de complexité variable, et je vais vous en donner un exemple juste après. Il y a l'idée aussi d'élaborer des grilles qui intègrent des connaissances et des compétences qui permettent de relever les progrès des élèves. Ces grilles sont parfois lourdes à élaborer et à remplir, mais elles permettent vraiment en fait de suivre les progrès des élèves et c'est le but principal en fait de l'évaluation. Et puis, il faut jouer sur les variables didactiques. Donc là, je vous ai mis comme exemple en fait pour montrer où en est l'élève du point de vue de tel ou tel savoir, eh bien, il faut graduer. Par exemple, si on demande à un élève d'écrire en chiffres 5 centaines, 3 dizaines, 6 unités, eh bien, il va produire 536 sans forcément avoir compris vraiment le sens de chacune des unités, mais simplement en repérant le 5, le 3, le 6. Et voilà, il produit 536, on dit, bah, c'est super, il a compris. Alors qu'en fait, si on lui demande, peut-être en allant chercher un petit peu plus loin, 7 centaines et 8 unités, est-ce qu'il est capable d'écrire 708 ? Et pour le coup, on voit que s'il réussit ce deuxième niveau, eh bien, on voit que cette connaissance, elle est plus solide, elle est plus valide. Et le troisième niveau, pour le coup, témoigne d'un apprentissage vraiment bien acquis. La dernière diapo, donc, c'est donc de donner plus de place aux élèves dans l'évaluation, dans leurs propres apprentissages, en les engageant dans des dispositifs d'auto-évaluation ou d'évaluation entre pairs. Il faut évidemment, de mon point de vue de didacticienne, bien considérer
les savoirs en jeu dans les évaluations proposées et penser ces évaluations en fait en lien avec l'enseignement d'une part et la différenciation qu'on peut proposer. Et puis, établir donc des constats sur les acquis des élèves à partir de plusieurs prises d'informations. Il est vraiment important, en fait, d'avoir en fait, cette pluralité d'épisodes évaluatifs qui peuvent être donc formels ou informels, mais c'est bien cet ensemble de prises d'informations qui va me permettre, en tant qu'enseignant, de juger au plus près, en fait, de la réalité des acquis des élèves. Et puis, revenir sur ce qui est cette idée d'évaluer les progrès des élèves. Et pour finir, je pense qu'il est important de ne jamais sous-estimer a priori les capacités des élèves pour ne surtout pas réduire les exigences et ainsi parfois générer des inégalités scolaires préjudiciables à des élèves. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci bien, Nathalie. Donc, c'est toujours difficile de conclure parce qu'il y a pas mal de questions. Donc, je vais essayer de prendre certaines questions. Alors, la première, c'est quelle est la différence entre l'évaluation d'acquis d'un élève et les évaluations des élèves? La fonction de l'évaluation est bien, elle est bien l'évaluation des acquis. Point d'interrogation. Est-ce que je réponds au fur et à mesure? Comme tu veux, je te donne les questions, après tu choisis. Et puis, Ok. D'accord, je continue alors. La deuxième, c'est une demande d'explicitation du point 2.2 du jugement professionnel, avec une question. La notation ne relève-t-elle pas du jugement professionnel? Point d'interrogation. La troisième intervention ou question, dans la perspective de l'AFL. Alors, je ne sais pas ce que c'est. L'évaluation est continue et très informelle. Aussi, comment concevoir des épisodes évaluatifs autres que formels, puisque l'informel ne se planifie pas. Une autre question, tu as cité De Quetel. Pourriez-vous redire les 3 dimensions évoquées? Pour le post-évaluation, que pensez-vous de l'étape soit de correction ou des feedbacks à faire individuellement pour valider la démarche intellectuelle de l'élève? Alors, différenciatrice. Ça en fait déjà quelques-unes, on va peut-être... Voilà. Et je te laisse là. Ok. Merci pour ces questions. Merci, Hamid. Alors, la première, pour moi, on évalue bien des acquis. Et si on dit qu'on évalue les élèves, en fait, quand on porte un jugement négatif sur les acquis des élèves, eh bien, l'élève peut percevoir ces jugements comme étant une atteinte sur sa personne. Et pour le coup, eh bien, l'estime de soi, l'engagement dans les apprentissages peut être mis en danger par, on va dire, des retours négatifs répétés sur certains élèves. C'est vrai que quand on met faux avec un point d'exclamation, c'est vrai que quand on barre, ça a une certaine violence. Si on le prend pour l'élève, quand on barre un travail, si l'élève dit je suis barré, ça veut dire c'est quoi où est ma place? Pour moi, c'est vraiment important de dire non. C'est surtout pas toi en tant qu'élève, individu qui a à remettre en cause. C'est le fait que là, tu n'as pas acquis tel ou tel savoir. Et là, il n'y a pas de préjudice pour l'élève dans la construction, dans son intimité, si je puis dire. Il y a le savoir n'est pas acquis, eh bien, c'est un constat sur lequel on va pouvoir rebondir pour améliorer les choses. Mais ça ne met pas, en fait, ça ne touche pas l'élève en tant que personne. Et c'est pourquoi, en fait, pour moi, c'est extrêmement important de parler d'évaluation des acquis des élèves et non pas des acquis des élèves, puisqu'on sait que les élèves français sont aussi parmi ceux qui, par exemple, aux évaluations internationales, sont ceux qui
le plus fort pourcentage d'élèves qui ne répondent pas. Ils ont peur de mal répondre, du coup, ils ne répondent pas. Enfin, il y a quand même un problème en France avec l'évaluation et avec ce poids, cette pression qui est bien plus grande que dans d'autres pays. Donc, je crois qu'il faut se questionner et qu'il faut essayer de… Voilà, c'est vrai que dans le langage courant, on dit on évalue les élèves parce que c'est passé dans le langage courant. Il n'empêche que ce ne sont pas les élèves qui sont évalués, ce sont leurs acquis. Alors, désolée de cet emportement, mais c'est vrai que pour moi, c'est important. Alors, bien sûr que la notation, elle est en lien avec le jugement professionnel et didactique en évaluation. Pour moi, enfin, si vous regardez un petit peu mes articles ou en tout cas un peu plus précisément ce que j'ai écrit, bien évidemment, il y a un lien parce que la notation est le produit en fait d'un jugement. Mais pour moi, il y a dans tout ce qu'elle donne à voir et dans les exemples que je vous ai indiqués, on voit bien combien en fait ça va au-delà du jugement et combien en fait il y a la notation traduit parfois des éléments qui sont, on va dire, extra-disciplinaires ou extra-scolaires. Donc pour moi, oui, il y a bien un lien. Après, la question de… Alors, je ne sais pas si je l'ai bien comprise, formel, informel. Pour moi, ce qui est problématique, et en tout cas dans les travaux que j'ai menés et dans les recherches que j'ai réalisées avec des enseignants, la majorité de mes recherches sur les pratiques d'évaluation sont des recherches collaboratives. Donc, les enseignants savent que quand ils passent dans les rangs, quand ils interrogent un élève, ils prennent des informations de manière informelle. Ils les retiennent quelque part dans leur tête. Et au moment où ils vont être amenés à en rendre compte institutionnellement, notamment quand ils remplissent les livrets, eh bien, tous ces éléments qu'ils ont intériorisés vont venir en fait modifier ou en tout cas orienter la notation qui sera finalement mise. Donc pour moi, il est important de les prendre, de les réaliser, de réaliser que quand je passe dans les rangs, que quand j'interroge les élèves, eh bien, je prends des informations sur leurs acquis et d'une façon ou d'une autre, en fait, il serait bon d'en garder une trace, puisque moins la trace est laissée, plus en fait on laisse ça dans quelque chose qui va être défini de manière pas suffisamment professionnelle de mon point de vue. Et la troisième question sur les 3 dimensions de Quetelet, enfin, je veux bien répéter, mais je n'ai pas compris la question. Mais il y a vraiment, enfin, il faut garder en tête prise d'information, interprétation de ces informations et retour à l'élève, feedback. Voilà. Merci. On a encore du temps pour prendre encore d'autres questions. Donc, je vais une qui va basculer du côté. Donc, alors, peut-on dire que le niveau de connaissance et de compétence des professeurs des écoles, du point de vue disciplinaire, didactique et professionnel, ainsi que leur posture personnelle, sont susceptibles d'engendrer des inégalités au niveau, de niveau, et donc je pense notamment par rapport à l'évaluation. Alors, pour moi, pas seulement les enseignants du primaire. Je pense que tout enseignant doit avoir en tête cette vigilance par rapport aux inégalités qu'il peut générer. Et c'est vrai que les enseignants du primaire doivent être polyvalents, ce qui n'est pas toujours simple, et doivent en fait, par rapport à chacune des disciplines, être au fait et essayer de concevoir à la fois des enseignements et des évaluations qui soient bénéfiques pour l'élève. Ça n'est pas évident, et je dirais que la dimension inégalitaire, elle peut être produite par rapport justement aux feedbacks qui sont proposés aux élèves, et ces feedbacks peuvent être d'ordre cognitif quand on va répondre par rapport à une question, et je pense que c'est important de pouvoir répondre correctement par rapport
repérage d'une erreur ou en tout cas d'un obstacle qui viendrait empêcher les apprentissages des élèves. Mais peut-être que les inégalités, elles sont plus générées par les dimensions qui sont en arrière-plan, hein, qui sont des facteurs individuels et pour le coup qui sont propres aux enseignants, qu'ils soient du primaire ou du secondaire. En tout cas, c'est une question pas simple, mais je pense que les évaluations, vous savez qu'en France, hélas, on est le pays où les évaluations témoignent de grandes différences, enfin d'une corrélation entre les résultats scolaires des élèves et leur situation sociale. Et là, on doit toutes et tous être interpellés. Mais moi, je dis aussi que les pratiques d'évaluation sont parfois aussi génèrent des inégalités scolaires. Bien, on va prendre, je vais te donner la dernière question. Bien sûr, il restera d'autres questions auxquelles on verra après comment répondre. Donc, la dernière, c'est comment établissez-vous un rapport entre épisode évaluatif et logique évaluative? La logique évaluative serait-elle la variable à expliquer et la variable épisode évaluatif, celle qui explique? Alors, en fait, l'interaction entre les deux axes, c'est que, eh bien, dans la logique, par exemple, donc il y a conception, il y a jugement, il y a notation, et parfois, eh bien, on se rend compte que, bah non, par rapport à ce qu'on a donné, c'était peut-être trop difficile, ou il y avait trop de tâches identiques, etc. Et du coup, on va être amené à revoir les épisodes évaluatifs, notamment au niveau des tâches, au niveau peut-être des moments, au niveau de leur gestion. Et en fait, ça se répond dans les deux sens. Pour moi, ça s'auto-alimente et chaque axe, en fait, est en corrélation, enfin, est en lien avec les autres pour constituer justement ce que j'ai appelé les pratiques d'évaluation telles que je les considère. Bien, malheureusement, donc, c'est 14h30, donc on ne va pas prendre d'autres questions, bien qu'il en reste un certain nombre, qui montrent aussi l'intérêt. Donc, je remercie donc la conférencière Nathalie Sayac, mais également le public par la richesse des questions qui ont été posées. Il y en a bien d'autres qui sont aussi intéressantes l'une que l'autre, mais pour la qualité donc des échanges. Et donc, je tiens simplement à préciser que la prochaine conférence aura lieu donc demain, 29 mars à 14h30. Ça sera donc la conférence de notre collègue André Tricot, qui est professeur de psychologie cognitive en charge de la gouvernance du CNESCO, avec le titre « Psychologie cognitive, effets, tests et métacognition ». Je termine pour dire que la participation à l'ensemble des conférences de ce printemps est gratuite. Il suffit juste de s'inscrire sur la page qui est sur le site du réseau des INSPE. Merci à Nathalie Sayac et merci à Merci à vous tous et toutes. Merci.